Outre une philosophie libertaire à la Greenspan sur la régulation bancaire, le 11 septembre a déplacé la répression financière vers le contre-terrorisme. Les agents du FBI assignés aux fraudes sont donc passés à la lutte contre le terrorisme, contre le prochain World Trade Center. Il faut que ça se sache. Il le faut. Parce que des gens meurent. Et il ne s'agit pas de 10 $, mais de milliards qui vont aux terroristes et aux trafiquants de drogue. Moi, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas que ce scandale financier n'en est pas un. Mais c'est une guerre, une véritable guerre. Et pour financer les guerres, il faut de l'argent. Nous avons découvert que la volonté de HSBC de maximiser les profits n'a pas mené à une collaboration directe avec le crime organisé, mais qu'il ne se préoccupait absolument pas de savoir d'où venait l'argent. Que ce soit d'un cartel de la drogue, du trafic d'êtres humains, du trafic d'armes, personne ne posait de questions car il y avait beaucoup à gagner. En septembre 2010, OCC, le bureau du contrôleur de la monnaie, a émis un document de 31 pages décrivant de sévères déficiences en matière de conformité, suivi en octobre 2010 d'une ordonnance de cessation et d'abstention demandant à HBUS, HSBC et États-Unis de réorganiser sa réglementation anti-blanchiment pour la seconde fois. J'ai commencé à travailler chez HSBC le 10 octobre 2010. En novembre, 3 semaines plus tard, j'ai envoyé mon premier mail à la CIA. Je les ai informés des faits. C'était donc 3 semaines après mon arrivée à la banque et j'ai transmis des informations à la CIA pendant 1 an. HSBC venait de recevoir une mise en garde de l'organe de contrôle. Moi, je faisais partie de l'équipe censée remettre de l'ordre dans le service anti-blanchiment. Et voilà que je découvre des activités suspectes. Quant au chef de service, ils ne pensaient qu'à se débarrasser du problème, pas le résoudre. Ils allaient même jusqu'à le favoriser. C'était une question de sécurité nationale. C'est pourquoi j'ai considéré HSBC comme mon ennemi, et les gens qui y travaillaient aussi. Parce que bon, c'est des gens, d'un clic de souris, ils finançaient des terroristes, ils tuaient des innocents. HSBC voulait frauder le gouvernement américain. Pour cela, ils ont vendu leur département de cartes de crédit à Capital One et HSBC a pris un bataillon de ces agents de recouvrement qui travaillaient pour eux et les ont renvoyés, puis réengagés comme responsables de conformité. Encore aujourd'hui, des centaines d'agents de recouvrement approuvent les transactions de HSBC sans avoir la moindre idée de ce qu'ils font. HSBC voulait prouver au gouvernement qu'il disposait de cet énorme service anti-blanchiment, alors que c'est une imposture. Il n'y a pas de programme de conformité. We have this huge compliance program when the whole thing's a sham. There is no compliance program. J'ai découvert qu'ils trafiquaient les filtres de virement. OFAC, l'organe de contrôle financier, dresse une liste de gens et de sociétés avec lesquels la banque ne peut traiter. Ces noms sont donc répertoriés dans ce qu'on appelle un filtre de virement. Or, ils introduisaient des points et des virgules dans la codification, ce que le FBI a ensuite baptisé « démonter les paiements ». C'est ainsi que des centaines de millions de dollars ont financé le Hezbollah et les cartels de la drogue. Ils trafiquaient les filtres de virement, ce que j'ai notifié à la CIA. Mais c'est un vrai problème, parce que s'il s'agit d'un membre du cartel de Los Zetas, qu'on met des points et des virgules sur son nom et qu'il reçoit tout l'argent qu'il veut, alors à quoi sert le programme anti-blanchiment? À rien.
Pour pousser la fraude encore plus loin, HSBC a fini par se débarrasser du système de contrôle des alertes anti-blanchiment et l'a remplacé par Norcom, une application web destinée à les supprimer. La différence entre les deux logiciels, c'est que le nouveau permettait d'en annuler un nombre incalculable. On pouvait en éliminer tant et plus, c'était incroyable. Ce qui était d'ailleurs essentiel, parce que HSBC ne pouvait pas avoir d'arriérés. C'était ça qui comptait, neutraliser le plus d'alertes possible. On devait en supprimer 72 par semaine. Ils ont fixé un seuil minimum sur le nombre à invalider. Car si le dossier allait aux arriérés, alors les autorités pouvaient enquêter, ce qui aurait posé problème. Je n'arrêterai pas tant qu'ils ne seront pas en prison. Quelqu'un doit rendre des comptes. On ne peut pas donner des millions de dollars à des organisations terroristes, s'acheter une BMW et aller s'offrir du homard. L'Amérique n'est pas censée être ainsi. Le monde n'est pas censé être ainsi. Levez-vous et levez la main droite. Vous jurez que le témoignage que vous allez faire devant le sous-comité sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, que Dieu vous garde. Bien qu'on ne puisse donner un chiffre précis, le montant de l'argent sale dissimulé dans le système financier américain serait considérable, de l'ordre de centaines de milliards de dollars chaque année. Ce volume, qui circule essentiellement dans le système bancaire, fait des banques les institutions les plus vulnérables au blanchiment et au financement du terrorisme, mais fait d'elles aussi les avant-postes de la lutte contre ces crimes. HBMX HSBC Mexique opère dans un pays à haut risque qui combat les cartels de la drogue. Ses clients, tels les Casas de Cambio, sont à haut risque, comme ces produits, tels les comptes en dollars américains aux îles Caïmans, juridiction réputée pour son secret bancaire et son blanchiment. L'investigation a révélé que, de par la décentralisation de HSBC, les différentes succursales et services opéraient de façon complètement autonome et ne se communiquaient pas les informations sur les comptes supposés suspects. C'est ainsi que des sommes très importantes ont pu être transférées. Nous estimons que la majeure partie de l'argent transféré du Mexique aux États-Unis provenait des revenus des cartels de la drogue. HBUS, HSBC États-Unis, a considéré son homologue mexicain comme une banque à si bas risque qu'elle n'a même pas surveillé ses activités sur des transactions suspectes. De plus, durant 3 ans, de mi-2006 à mi-2009, HSBC États-Unis n'a effectué aucun contrôle sur un compte de dépôt en espèces sur lequel HSBC Mexique a déposé des milliards de dollars de ses clients. Au Mexique, le système des Casas de Cambio, les bureaux de change, est beaucoup moins rigoureux que celui des banques américaines. C'est là que les cartels déposent leurs revenus. Les contrôles sont beaucoup plus relâchés et il est beaucoup plus facile à la Casa de Cambio d'introduire l'argent dans le système bancaire. Certaines de ces Casas de Cambio
avait des comptes chez HSBC Mexique, qui à son tour rassemblait tous les dollars en espèces en sa possession pour les transporter par voiture blindée ou par avion chez HSBC États-Unis et les déposer sur son compte de dépôt en dollars, dernier maillon du cycle de blanchiment. En 2 ans, en 2007 et 2008, HSBC Mexique a expédié 7 milliards de dollars en espèces chez HSBC États-Unis, plus que toute autre banque mexicaine, même 2 fois plus grande. Ce qui a changé grâce au laxisme sur les comptes de HSBC, c'est que les cartels, plutôt que de passer par la première étape et d'utiliser les casas de cambio comme intermédiaires, se sont adressés directement à HSBC, car cela leur permettait d'introduire immédiatement leur argent dans le système bancaire, sans autre forme de contrôle. Nous avons découvert que parmi toutes les banques opérant au Mexique à l'époque, HSBC était celle qui offrait le contrôle le plus relâché aux cartels de la drogue pour blanchir leurs revenus. Les filiales des banques étrangères, considérées comme partie intégrante du système bancaire mexicain, ne se sont pas révélées être un problème. Au contraire, elles font partie de la solution pour le Mexique, à condition d'être rentables. Sinon, elles ne seraient pas là. Nous les considérons comme partie de la solution et non du problème. À ce jour, les contrôles effectués sur le système financier mexicain se sont révélés suffisants pour assurer l'honorabilité, la légitimité et surtout la confiance dans le système financier mexicain. Ces cartels ont employé différents instruments financiers via HSBC pour transférer leurs revenus illégaux du Mexique aux États-Unis et vers les îles Caïmans, dans le monde entier en fait. La succursale de HSBC aux Caïmans n'avait virtuellement pas d'employés et pour ainsi dire pas de bureau. Pourtant, elle concentrait 2 milliards de dollars sur 50 000 comptes. C'est clairement un signal, un problème majeur. Si la direction d'une banque globale ne peut mieux surveiller ses succursales, on ne devrait pas offrir une licence à leur filiale américaine. Si celle-ci ne peut mieux résister aux pressions de ses homologues et préserver le système financier américain, les régulateurs fédéraux devraient envisager de lui retirer sa licence. Même si nous nous sommes attachés au dossier HSBC, il faut souligner que ces pratiques existent dans d'autres banques. Par exemple, la Citibank, Bank of America, Wachovia, Western Union et d'autres ont été contrôlés pour blanchiment de l'argent de la drogue. Dans les affaires sur lesquelles nous avons travaillé ces 2 dernières années, dans chaque banque, sans exception aucune, il y avait une personne impliquée qui ignorait délibérément les signaux d'alarme, en partie à cause des commissions mirobolantes. Comme toujours, l'argent est convaincant. En matière de blanchiment, le taux est de l'ordre de 20%. Donc si je me présente avec 1 million de dollars en espèces, la commission pour le déposer sera de 200 000 dollars. C'est nettement plus rentable que ce que rapporte votre carte de crédit. Celui qui gagne toujours le plus d'argent sans être inquiété est cet individu qui le transfère. Ces gens ont fait des études. Ce sont des cols blancs. Ils sont allés à l'université, parfois à Harvard ou à Yale.
et se prennent pour des hommes d'affaires. Ils ne voient pas où est le problème et ne s'attendent pas à finir en prison. Nous regrettons infiniment que HSBC n'ait pas été à la hauteur de nos attentes, de celles de nos régulateurs, de nos clients, de notre personnel et du grand public. Le passé de HSBC en matière de conformité est inadmissible. Je dirais que nous donnerons à tout gouvernement autant d'informations que nous le permet la loi en réponse à toute demande justifiée. Je ne peux donc rien affirmer en cas de restriction juridique, mais nous ferons tout notre possible. Vous dites ce que vous permet la loi. Celle des Caïmans, vous le permettez-elle? Savez-vous que la législation des Caïmans vous en empêchera? C'est une juridiction pratiquant le secret bancaire. Je l'ignore, monsieur le sénateur. Vous devriez vous informer. Pardon? Serez-vous lié par la loi sur le secret bancaire qui interdit l'échange d'informations? Si vous dites ce que me permet la loi des Caïmans ou de tout autre pays, ce sont des paradis fiscaux qui bénéficient du secret bancaire, et les Caïmans en font partie. Êtes-vous tenu par cela? Comptez-vous collaborer avec les autorités ou vous plier aux Caïmans? Nous ferons tout notre possible pour coopérer avec les autorités. Vous avez dit si la législation vous le permet. C'est votre entrée en matière. La loi américaine vous oblige à informer les autorités. Que comptez-vous faire? Respecter la loi des Caïmans ou celle des États-Unis? Je ne suis pas sûr que ce soit antinomique. Ça l'est. Dans ce cas, nous ferons tout notre possible pour en informer les autorités. Pour respecter la loi des États-Unis? Oui. Si on vous arrête aux États-Unis avec quelques grammes de marijuana, on vous envoie en prison. Mais si vous blanchissez 200 milliards de dollars, si vous permettez à la drogue mexicaine d'entrer sur le territoire, si vous êtes le maillon indispensable pour que des meurtres aient lieu dans les rues de Baltimore suite à un désaccord sur un deal, l'amende se limitera à l'équivalent de celle de la bibliothèque pour avoir rendu votre livre en retard. 2 milliards de dollars. 1,9 milliard exactement. Pour HSBC, cela ne représente qu'un mois de bénéfice. Certes, la banque a payé une amende. Toutefois, la majeure partie de l'argent n'est pas sortie de la poche des personnes responsables, des employés, des cadres, mais de celle des actionnaires qui n'étaient pas impliqués directement dans les actions frauduleuses de la banque. Le département de la justice et le Trésor ont envoyé un incroyable message aux banques. Ils leur ont dit « Faites ce que vous voulez, vous n'irez pas en prison ». Donc, la prochaine crise financière, le prochain truc qu'ils vont faire, ça va être 1000 fois pire. C'est ça dont j'ai peur. Leur dire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, c'est pas possible. Le meilleur indicateur sur l'importance d'une société et le plus compréhensible pour des gens informés est la valeur de l'action. Donc cela en dit long que celle de HSBC soit remontée après l'accord sur cet acte monstrueux, après qu'ils l'ont reconnu. Cela signifie que ce n'était pas monstrueux, que ce qu'ils ont fait l'était, mais que leur responsabilité n'a, à la limite, aucune importance. L'immaculée conception, comme l'on dit d'un crime commis par une société, cela n'existe pas. Si une société s'est rendue coupable d'un délit, des êtres humains en sont forcément responsables. S'il y a une banque qui devrait perdre sa licence pour avoir violé la loi, c'est bien HSBC, car en plus du blanchiment qui était d'une évidence stupéfiante, proprement stupéfiante, et le fait qu'il s'agissait de milliards et de milliards de dollars, ce n'était pas l'acte d'un ou de deux employés dévoyés de HSBC.
Une telle conduite impliquait beaucoup de gens. Et cela était forcément monté à un très haut niveau pour blanchir de telles sommes. Et vu les gens pour lesquels ils le faisaient. Peut-être la crise financière a-t-elle incité le département de la justice et le gouvernement à s'inquiéter de la fragilité du système financier international. Des institutions de cette importance, les multiples connexions de HSBC, les ont sans doute dissuadés de mener des poursuites judiciaires à l'encontre de la banque, ce qui aurait sans doute impliqué de lui retirer sa licence et aurait provoqué sa faillite. Liquider une banque de cette taille déstabiliserait l'économie américaine et mondiale, à coup sûr le système financier. Si vous estimez que vous ne pouvez appliquer la loi dans toute sa rigueur pour punir le crime que vous avez découvert, il faut le reconnaître publiquement. Si c'est le cas, si le coupable est trop gros pour le condamner, c'est qu'il est trop gros. Quelles sont les rares fois où vous avez amené les plus grandes institutions financières de Wall Street à un procès? Oui. Monsieur le contrôleur. En fait, on a eu un certain nombre d'ordonnances par consentement et on n'a pas eu besoin d'amener les gens jusqu'au procès. Bien, vous dites que vous n'avez pas eu besoin de les mener au procès. Toutefois, je vous demande, quand les y avez-vous amenés? On n'a pas eu à le faire pour mener à bien notre mission de surveillance. Que trop gros donne le droit à l'erreur et même au crime m'inquiète. Ce n'est pas juste. HSBC est, selon le mode de calcul, la première ou la deuxième banque mondiale. Si on ne peut la diriger, si on ne peut contrôler les fraudes, alors il faut la fermer. Et si on ne peut la fermer, car cela nous renverrait au Moyen-Âge, à l'âge des ténèbres, on n'a pas le choix. Il faut la couper en morceaux. Fermez ces banques, contraignez-les à faire une introduction en bourse, mais ne les renforcez pas. Toute la question est là. S'il y a un problème aux États-Unis, et dans la mesure où nous avons un tel impact sur le monde, c'est bien que nos institutions financières sont beaucoup trop importantes, outrageusement surdimensionnées. Il est déjà assez regrettable qu'une banque telle que HSBC expose le système financier américain à de multiples risques de blanchiment. C'est encore pire quand un régulateur, l'OCC, le bureau de contrôle censé surveiller nos plus grands établissements, échoue dans sa mission. Le sous-comité s'inquiète, et les citoyens devraient faire de même, que l'OCC ait toléré pendant 5 ans la multiplication des problèmes anti-blanchiment chez HBUS, HSBC États-Unis, sans prendre aucune mesure coercitive, officielle ni officieuse. Nous avons aussi appris récemment que des enquêteurs de l'Inspection générale du Trésor ont écarté des employés de l'OCC pour des pratiques non éthiques. Et l'incident ne serait apparemment pas unique. Je ne pense pas que beaucoup de gens se disent « je vais faire telle ou telle chose pour booster mon avenir », que cette banque qui a commis ce crime risque d'être le futur client de tel cabinet dans lequel je pourrais travailler, devenir associé. Je ne pense pas que beaucoup de gens, ni même qui que ce soit, pensent vraiment ces termes. Cependant, pour les Américains, et pour quiconque, voir les hauts fonctionnaires de la justice venir des grands cabinets d'avocats de Washington, qui ont pour clients les banques les plus importantes, et ne pas les poursuivre, malgré de fortes preuves d'infraction pénale, puis
voire ces mêmes hauts fonctionnaires qui ont pris ces décisions, réintégrer le privé pour défendre les banques, cela fait vraiment très mauvais effet. La question ne se pose guère. Wall Street est le maître de Washington. Le Parti républicain est celui du monde des affaires. Il lui est très facile de lever des fonds et aux États-Unis, la politique est très liée à cela. L'une des rares sources d'où le Parti démocrate puisse tirer de l'argent est Wall Street. Wall Street ne se soucie pas des droits de la femme, ni de... Ce qui leur importe est de s'assurer qu'ils vont pouvoir opérer avec tous les subsides de l'État. C'est ça qui compte. Donc ils financent celui qui, selon eux, va remporter l'élection. Quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que Wall Street soutient aussi bien les démocrates que les républicains. Wall Street dépense 2 400 000 $ par jour pour faire du lobbying. Juste pour ces 3 000 lobbyistes. Pour chaque type comme moi, il y a 150 défenseurs de Wall Street. On ne peut pas dire que les voix soient achetées, mais c'est ainsi. Le combat, c'est Wall Street contre le citoyen moyen. Wall Street a remporté la bataille de Washington. L'important pour le Trésor et la justice est de calmer les marchés et de faire baisser la pression avec les Britanniques, les régulateurs de Londres. En l'occurrence, le chancelier de l'échiquier George Osborne, qui n'appréciera guère que leurs homologues américains pénalisent les banques britanniques. Pourquoi s'en inquiète-t-il? Je l'ignore. Peut-être les régulateurs britanniques pourraient-ils pénaliser les banques américaines. Le paradis des produits dérivés aujourd'hui, c'est Londres. De Wall Street à l'espace Schengen, les narcos exportent le modèle. Consommateurs privilégiés de la blanche, l'Europe se révèle la nouvelle ligne de fracture de la guerre de la drogue. Qui dit drogue dit cartel et argent. On ne peut pas faire la politique de l'autruche et prétendre qu'il n'en est rien. Le problème existe. Il faut le reconnaître et chercher une solution. C'est pas parce qu'on ne voit pas un baron de la drogue devant une banque qu'il n'est pas là. L'argent de la drogue a conquis l'Europe. La violence perpétrée au Mexique par les cartels de la drogue et le système financier international au Royaume-Uni sont liés. HSBC a reconnu avoir reçu plus de 800 millions de dollars du crime sud-américain. Et nous savons qu'à l'époque où HSBC acceptait cet argent, 35 000 personnes sont mortes des violences des narcos. Londres est l'un des plus grands centres financiers au monde. Sans doute le numéro 2 après New York. Nous avons un éventail de produits dans lequel les clients des juridictions offshore peuvent investir. Les swaps sur défaillance et d'autres types de produits dérivés. Au Royaume-Uni, la loi interdit aux banques d'accepter l'argent sale. Le problème est que la loi n'est pas appliquée. Il y a 3 ans, l'organe de contrôle a fait une étude qui a révélé que les 3/4 des banques ne se conformaient pas à leurs obligations visant à empêcher l'argent sale d'entrer dans les circuits. Et il serait naïf de croire que les gangs du crime organisé les plus sophistiqués au monde ne blanchissent pas de façon habituelle et avec succès une partie des bénéfices de leurs activités à travers la place financière de Londres. Cet argent est entré dans le système bancaire à l'étranger. Or, le Royaume-Uni totalise 580 banques.
Et beaucoup ont une licence uniquement pour opérer avec la clientèle offshore. Le Royaume-Uni est une destination privilégiée de l'argent sale, qu'il provienne de l'évasion fiscale, du trafic d'armes, du terrorisme, du trafic de drogue. Nous sommes aussi au centre d'un réseau de paradis fiscaux. Les territoires d'outre-mer et les dépendances de la couronne du Royaume-Uni sont donc très vulnérables au blanchiment et à l'évasion fiscale. Et ils introduisent cet argent dans le système financier britannique. Beaucoup d'argent en provenance de Jersey, des îles Vierges britanniques, des Caïmans et de l'ensemble des territoires d'outre-mer et des dépendances de la couronne passe par le Royaume-Uni. Donc les faiblesses de ces juridictions en entraînent d'autres au Royaume-Uni. Les îles des Caraïbes sont-elles moins présentes? Je dirais oui. Et on voit plus de mouvements vers l'Europe et le Proche-Orient. Il semble que l'immobilier londonien attire l'argent sale. Acquérir un bien ici est très attractif pour n'importe quel investisseur. Le retour sur investissement est très important. C'est donc tout aussi attractif pour l'argent sale. Selon les études réalisées, beaucoup de biens haut de gamme à Londres, comme au Royaume-Uni, appartiennent à des sociétés écrans. C'est très facile, beaucoup trop facile de monter une société anonyme ici. Des organisations, les fournisseurs de services s'en chargent pour vous. La plupart des gens imaginent que les îles de carte postale des Caraïbes sont les pires contrevenants, les Caïmans, les îles Vierges britanniques. En fait, les fournisseurs de services aux États-Unis sont les plus disposés à accepter l'argent sale, sans aucun contrôle. Quant au Royaume-Uni et ses paradis fiscaux, ils arrivent en deuxième position. Le Royaume-Uni va passer une loi exigeant que les vrais propriétaires des sociétés soient identifiés. C'est un pas important. Encore faudra-t-il que ces lois soient appliquées et que les informations soient justes. Selon les estimations du GAFI, le groupe international d'observation, l'argent du crime représenterait 2 à 5% du produit national brut de quelque pays que ce soit. L'économie grise, selon le Fonds monétaire international, représenterait 11% de plus du produit national brut des pays européens. Les experts s'accordent à penser que d'ici 2 ou 3 ans, pour la première fois, le marché européen de la cocaïne va dépasser celui des États-Unis. Si la vente augmente, la menace sur les marchés s'amplifiera, autant au Royaume-Uni à travers Londres qu'en Allemagne à travers Francfort. L'Europe est inondée de cocaïne et de marijuana. Toute la cocaïne est fournie par les cartels, les Colombiens ou les Mexicains. De nombreux rapports attestent la présence des narco-mexicains en Espagne suite à l'arrestation de membres du cartel de Sinaloa. En Italie, des États ont rencontré des boss du crime organisé. Il y a des rapports là-dessus. La cocaïne y coûte presque 2 fois plus cher qu'aux États-Unis. Depuis le 11 septembre, le soutien financier des États au terrorisme a beaucoup décliné. C'est pourquoi plus de la moitié des 51 organisations inscrites sur la liste noire des États-Unis sont impliquées dans le trafic de drogue international.
Les cartels mexicains ont pour associé n'importe quel membre du crime organisé ou du terrorisme. Ils s'appuient sur les mêmes hommes de l'ombre. C'est aussi pourquoi cette confluence entre drogue et terrorisme est si troublante. Souvent, ils favorisent l'alliance entre ces groupes. Ayman Juma est un Libano-Colombien. Il faisait partie d'un vaste réseau de blanchiment et de trafic de drogue qui fournissait en cocaïne, entre autres le cartel mexicain de Los Zetas, et qui blanchissait l'argent de la drogue des producteurs colombiens. C'est l'exemple même d'un homme de l'ombre. Il était très impliqué dans les opérations du Hezbollah destinées à blanchir, ou du moins à introduire des centaines de millions de dollars d'argent de la drogue dans des institutions financières. L'affaire de la banque libano-canadienne. Pour la première fois, la justice américaine accuse le Hezbollah, parti chiite libanais, de complicité avec le crime transnational. Il s'agit d'une affaire de blanchiment fondée sur des transactions commerciales, car elle implique des mouvements d'argent, mais aussi des biens de consommation, des voitures d'occasion en l'occurrence. L'argent était transféré du Liban aux États-Unis. Il allait à des concessionnaires qui achetaient des voitures, puis les expédiaient en Afrique de l'Ouest à des revendeurs au Bénin. L'argent de la vente se mêlait à celui du trafic de la drogue en Afrique de l'Ouest, puis entrait clandestinement au Liban en espèces via l'Europe. Là intervenaient des membres et des agents du Hezbollah qui participaient à l'opération pour faciliter le blanchiment. L'argent produit grâce à la drogue ou à d'autres sortes de trafics illégaux arrive au Liban et trouve ses moyens et ses chemins vers les circuits bancaires libanais à partir desquels il peut être réutilisé de façon, je dirais, sûre. Le blanchiment, je dirais, c'est un sport national. Le blanchiment, oui, c'est un sport national libanais. Voit-on plus de mouvements d'argent vers le Proche-Orient? Depuis 2 ans que je travaille avec mon équipe, c'est sûr, on voit plus d'argent dans cette direction. Voit-on des comptes libanais? Ça nous est arrivé. Sont-ils aussi nombreux que ceux, disons, d'Espagne, de Francfort ou de Suisse? Non. Cependant, on assiste à une hausse sur les pays du Proche-Orient. Pour ce qui est des transferts financiers, la loi libanaise ne limite pas le montant autorisé, que ce soit du Liban vers l'étranger ou le contraire. Cette absence de plafond implique une liberté dans les mouvements d'argent vers et à partir du Liban. Le Liban est une juridiction qui pratique le secret bancaire. Il me semble qu'on ne peut plus ne pas parler d'argent sale produit par la communauté chiite, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou bien en Amérique du Sud.
Quand l'argent arrivait par avion au Liban, très souvent des affiliés du Hezbollah apportaient leur concours pour le débarquer. Il y a d'ailleurs un cas mentionné dans notre plainte où des mules ont été invitées à descendre les premiers de l'appareil et ont bénéficié d'une escorte pour franchir les contrôles de sécurité et déposer les espèces à la banque libano-canadienne. La plupart du temps, l'argent était déposé sur des comptes des bureaux de change Ayash ou Elissa à la banque libano-canadienne. Ces deux officines y avaient des comptes très importants. Le Hassan Ayash était d'ailleurs le plus gros fournisseur de devises américaines de la banque libano-canadienne. Et cet argent était ensuite transféré aux États-Unis, directement aux vendeurs de voitures. Les sommes étaient stupéfiantes, de l'ordre de 200 millions de dollars par mois. Si on met ce chiffre en perspective, selon les estimations des services de renseignement américains et de beaucoup d'autres, le financement de l'Iran au Hezbollah ne dépasserait pas 200 millions de dollars par an. Un Hezbollah affranchi des subventions de l'Iran. Si l'argent du crime libère le terrorisme de la tutelle des États, son agenda ne risque-t-il pas de porter à des dérives plus grandes encore? Aujourd'hui, avec les crises qui se succèdent dans le monde arabe, en Syrie notamment, le Liban court le risque d'être plus perméable au financement du terrorisme et au trafic d'armes. La circulation de l'argent blanchi est comparable à celle des armes destinées aux terroristes ou aux pays qui mènent des opérations sur le territoire syrien. Le trafic d'armes est soumis à la loi du blanchiment. Hezbollah a modernisé le business libanais de la drogue, que ce soit en termes de culture, de production ou bien de contrebande. Avant que la guerre ne se déclenche en Syrie, de gros chargements de cocaïne entraient au Liban. La marchandise arrivait directement d'Amérique latine, puis était acheminée ici par voie terrestre, ou bien elle passait par la Jordanie et la Syrie pour arriver au Liban. Et je dirais que l'innovation principale, c'est la connexion directe qu'il a établie entre la drogue et la politique. La drogue est devenue une sorte de source primordiale de financement, si ce n'est de son activité politique, mais de certaines activités sécuritaires. Ceci s'est développé en parallèle avec l'implantation d'une diaspora libanaise chiite dans certains pays de l'Amérique du Sud qui sont connus pour être des plaque tournante de ce business.
Le Hezbollah a une présence et un combat global bien supérieurs à celui d'Al-Qaïda. Il faut comprendre que l'une des forces du Hezbollah repose sur la diaspora du monde entier. Le Hezbollah s'appuie énormément sur ces communautés, y compris ici aux États-Unis. Et beaucoup de ces immigrés sont très liés aux milieux financiers, bancaires, d'investissement. Le Hezbollah exploite cette ressource et en tire des résultats proprement remarquables. Il y a eu quelques échanges entre les unités de traitement de l'information financière étrangère et la commission spéciale d'investigation sur des opérations de blanchiment dans des pays africains et d'autres que vous venez de citer. Et ces documents mentionnent le nom de personnes qui, pour certaines, seraient de nationalité libanaise. L'affaire de la banque libano-canadienne a révélé aussi qu'il est presque impossible de se battre sur l'arène bancaire libanaise contre le Hezbollah sans menacer tout le secteur bancaire libanais. Les Américains ont prouvé qu'ils pouvaient abattre cette frégate bancaire qui servait de passoire à l'argent du Hezbollah. Mais les mesures qui ont suivi ont prouvé qu'il ne suffit pas de faire couler une frégate pour empêcher la flottille du Hezbollah de continuer d'opérer dans les eaux libanaises et au-delà des eaux libanaises. C'est une chose de comprendre, et on le comprend parfaitement, que des organisations terroristes comme Al-Qaïda ou le Hezbollah peuvent entrer en contact. C'est une toute autre affaire de penser qu'un membre d'AQMI peut sans doute déjà entrer en contact avec un chef du cartel de Sinaloa au Mexique pour lui demander un service. Cela change la donne. La relation entre le Hezbollah et le business de la drogue commence au Liban et ne finit pas en Amérique du Sud. Cette route est à deux sens. Quand le Hezbollah protège les plantations au Liban, en même temps, on voit très bien que le Hezbollah s'implique dans des business où le produit final, surtout la coke, est réintroduite au Liban. Dans les 2 ou 3 ans qui ont suivi le 11 septembre, l'une de nos grandes victoires a été de contrecarrer leur financement. Et sans ces financements, beaucoup des attentats les plus ambitieux ne pourraient se faire. Je ne pense pas qu'on établira un lien précis quand aura lieu un prochain attentat, qu'on soutiendra que c'est arrivé parce qu'on n'avait pas suffisamment lutté contre leur financement. La guerre de la drogue relève du passé. L'alliance du crime et de la finance a déplacé la lutte. Il appartient aux États, toujours plus distancés face à la menace, de répondre au narcoterrorisme.